J'ai toujours rêvé d'explorer une ville fantôme du Far West et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de son histoire, je vais vous expliquer pourquoi elle est encore dans cet état-là aujourd'hui alors que ça fait quand même un sacré moment qu'elle est abandonnée. Vous allez voir que c'est absolument immense, alors suivez-moi au fin fond de la Californie, on part explorer tout ça. On se trouve à Bodie, en Californie, c'est une ville minière qui a été abandonnée en 1942. En 1859, on a trouvé de l'or ici pour la première fois et il y a vraiment commencé à y avoir une histoire de ville qui s'installe à partir des années 1870. Et maintenant, voilà, cette ville est abandonnée. Normalement, les villes fantômes sont pillées, dévastées, et pourtant, ici, après 80 ans d'abandon, il reste énormément d'objets d'époque, les bâtiments semblent réellement figés dans le temps, il n'y a aucun graffiti, c'est un véritable miracle que tout cela nous soit parvenu, car c'était pas gagné d'avance. On va revenir sur son histoire un peu après. Les villes fantômes du Far West, c'est un vrai mythe ancré dans notre imaginaire. Pourtant, rares celles qui nous sont parvenues dans un tel état de conservation. Nous avons exploré quelques sites dans l'état du Nevada, comme par exemple Spring City dont voici quelques vues aériennes. Bon nombre de ces villes étaient en réalité des campements un peu élaborés qui subsistaient pour quelques courtes années, le temps que les filons se tarissent. Et souvent, il ne reste que des tas de pierres, quelques chaudières rouillées et des trous parfois béants. Rien de comparable avec Bodie. Ici, non seulement les bâtiments tiennent bon, mais en plus, ils sont remplis d'authentiques objets d'époque. De quoi alimenter un peu plus notre imaginaire. T'as trouvé la table de jeu? Non. Vas-y, c'est un truc de ouf, tu vois ça. C'est juste là. T'as le saloon avec les tables de jeu, le piano, le bar et les tables de jeu au premier plan, regarde ça. Ah, il y a encore tous les jetons du... Il y a le piano et il y a les bouteilles, c'est trop quoi. Ah ouais. Ah, il y a la caisse enregistreuse en plus. Truc de fou. On voit vraiment que c'est dans son jus en fait, parce que t'as juste toute la poussière dessus, c'est... Ce qui fait étrange, c'est que c'est hyper stéréotypé, comme on s'y attendrait, c'est comme dans un Lucky Luke. Mais le fait de découvrir que des éléments de fiction pour nous, ça fasse partie de la réalité, c'est étrange. C'est ça le truc, on a tous vu des villes fantômes dans les dessins animés, les bandes dessinées. Scooby-Doo, c'est toute mon enfance, le fantôme du Far West. On est nombreux à avoir été bercés dès l'enfance par les histoires de cow-boys. Et il est important de rappeler que la ruée vers l'or, c'est aussi une histoire de colonisation. Bodie a été installé sur les terres de la tribu Kutzadika. Son mode de vie a été chamboulé par l'arrivée de milliers de colons. Le bétail a dévoré les plantes qui nourrissaient et soignaient la tribu. Les sources d'eau ont été canalisées, les antilopes et les cerfs ont migré à cause de ça, et les spécimens restants ont été chassés. Pour se chauffer en hiver, on en reparlera, de nombreux arbres sont abattus autour du lac voisin, Mono Lake. Et c'est ainsi que les Kutzadika ont souvent dû travailler pour les colons afin de survivre sur leur propre terre. Aujourd'hui encore, ils se battent pour la reconnaissance fédérale de leur tribu. Cette ville fantôme paraît déjà immense et une journée, c'est vraiment limite pour avoir le temps de tout explorer. Il faut se dire que par rapport à l'état original, il ne reste que 5% des bâtiments. C'est pour dire à quel point c'était immense. Alors il y a eu des incendies à certains moments qui ont détruit un certain nombre de bâtiments. Mais heureusement, il en reste certains comme l'école derrière moi. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Ça c'est bien, on peut voir à travers les vitres. C'est l'avantage de la conservation, on a vraiment des objets d'époque qui restent. Comme ça on sait que ce qu'il y a à l'intérieur c'est à peu près authentique. En fin de compte c'est un petit peu comme si c'était un musée. Le 23 juin 1932, le petit Billy Godward célèbre l'anniversaire d'une de ses camarades de classe.
La journée se passe bien et après le dessert, les enfants sont sur le départ. Mais Billy s'est éclipsé. Il s'amuse derrière le saloon avec la boîte d'allumettes qu'il vient de subtiliser. Ce jour-là, le temps est venteux et quand un adulte remarque enfin l'incendie, il est trop tard. Les flammes se propagent dans la ville et malgré les efforts déployés, elles réduisent en cendres 70% des bâtiments. Ça n'est pas le premier ni le dernier incendie, mais c'est de loin le plus destructeur. Et pour éviter que ça ne se reproduise, il est désormais interdit de fumer dans le parc. Aujourd'hui, on a des conditions météo très changeantes, c'est assez compliqué d'avoir des plans qui sont raccords au niveau de la lumière. À l'origine, j'étais parti chercher des dinosaures dans le désert du Nevada. On m'avait dit que dans le désert, il faisait chaud. Mais ce matin, en fin de compte, il y avait du givre sur la doublure de ma tente. J'ai dormi avec une couverture de survie en plus. Bon, on parlera des dinosaures une autre fois, pensez bien à vous abonner pour pas rater ça. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur Bodhi. La ville se trouve à 2550 mètres d'altitude, sur un plateau très exposé de la Sierra Nevada. Et même en été, il gèle souvent la nuit. C'est d'ailleurs un des points les plus froids de tous les États-Unis. Imaginez donc l'hiver il y a 150 ans. Pour se chauffer, il fallait importer des quantités gigantesques de bois, qui provenaient notamment de Mono Lake, à une trentaine de kilomètres de là. Mais alors, quelle idée d'y installer une ville? Eh bien, après le rush originel de la ruée vers l'or entre 1848 et 1855, il n'y a plus beaucoup de filons à découvrir en Californie. Certains explorateurs partent donc à la découverte de zones moins accessibles dans les montagnes, tout à l'est de la région. En 1859, W.S. Bodhi et son associé E.S. Black Taylor découvrent ainsi un gisement intéressant. Ils décident de creuser l'affaire, tant et si bien qu'au mois de novembre, ils se rendent compte que le climat est quand même bien hostile et qu'ils n'ont pas de bois pour se chauffer. Leur seul abri est une cavité qu'ils ont creusée dans la roche, et à part des buissons, pas grand-chose ne pousse. Ils partent donc chercher du ravitaillement à Monoville, situé à une trentaine de kilomètres, mais sur le chemin du retour, un terrible blizzard s'abat sur eux. Ils luttent pour avancer, mais Bodhi n'arrive pas au bout. Son corps ne sera retrouvé qu'à la fonte des neiges au printemps suivant. Ils ne se doutaient pas de l'ampleur de leur découverte et la ville est nommée en son hommage. Mais au fait, comment trouve-t-on des gisements d'or et d'argent? Il faut d'abord découvrir des gisements de quartz et ça tombe bien parce que, une fois de plus, je suis avec Jean-Philippe Blouet, qui est chercheur de fossiles et docteur en géologie. Ici, ils sortaient pas l'or et l'argent dans la roche massive, mais dans des fractures qui recoupaient la roche. Et là, ce que tu as, c'est différentes couches de quartz qui ont poussé sur les épaules d'une fracture. Donc là, tu avais la roche massive de côté, puis tu as plusieurs générations de quartz qui ont poussé. Et tu vois là les cristaux de quartz dans des cavités. C'est là-dedans aussi qu'il y avait l'or. Okay. Donc les galeries de mines, elles suivaient les directions principales de fracture. Mais c'est pas du quartz qu'ils cherchaient. Non, c'était l'or dans l'or qui s'est aussi déposé dans les fractures qui contiennent le quartz. Une fois le bon quartz localisé, il faut le sortir puis en extraire le précieux minerai. Les débuts de l'exploitation sont timides et ça n'est que des années plus tard, en 1876, que le petit camp de mineurs devient une ville champignon. Rien à voir avec les Schtroumpfs, ça veut juste dire qu'elle s'est développée extrêmement rapidement. Un énorme filon a été découvert, les travailleurs affluent, et 3 ans plus tard, c'est 10 000 personnes qui sont installées. Beaucoup sont des mineurs célibataires qui veulent devenir riches rapidement. Mais il n'est pas question d'extraire de l'or seul pour son propre compte. Les opérations sont industrialisées. Des entreprises construisent les infrastructures nécessaires et offrent ainsi des emplois. Juste derrière moi, vous pouvez voir le dernier moulin qui subsiste dans cette ville minière. Ça servait à broyer la roche pour récupérer l'argent et l'or qui se trouvait dedans. Un mineur est payé 4 $ par jour, ce qui revient à 125 $ d'aujourd'hui avec l'inflation. Les plus qualifiés pouvaient gagner jusqu'à 7 $ en travaillant 6 jours par semaine, 12 heures par jour. Un métier risqué où les accidents ne sont pas rares.
Les ouvriers du moulin, eux, ne risquent pas de mourir dans l'effondrement d'une galerie, mais ils manipulent des produits toxiques, notamment du mercure, et leur santé à long terme n'est pas garantie. Évidemment, il fallait nourrir, loger et divertir tout ce monde. Une partie des habitants sont donc là pour fournir des services et tenir des magasins. La rue de la Soif de votre ville fait forcément pâle figure face à celle de Body. 1,6 km de long, littéralement 65 saloons alignés. Les bagarres y étaient monnaie courante et d'une manière générale, la violence était omniprésente. Meurtres, fusillades, braquages de diligence, de quoi alimenter les journaux très régulièrement. La légende raconte qu'une petite fille a prié « Au revoir Dieu, nous partons à Body » quand ses parents lui ont annoncé où il déménageait. Dans cette ville du péché, il faut attendre 1882 pour que la première église sorte de terre. À cette période, les premiers signes de déclin des mines ont fait fondre la population à 3000 personnes. Bon nombre des mineurs célibataires étant partis vers d'autres horizons, l'ambiance devient légèrement plus familiale. Mais la chute est inévitable. Lentement, Body se vide. En 1910, il reste moins de 700 personnes. En 1942, il n'y a plus que 90 habitants. Et cette année-là, une loi impose la fermeture de toutes les mines d'or non essentielles à l'effort de guerre. La dernière encore active à Body n'y a pas échappé. Elle ne rouvrira jamais. On me demande parfois pourquoi les endroits abandonnés sont laissés à eux-mêmes, sans entretien, totalement abandonnés. C'est une question qui est extrêmement intéressante et je pense que cette ville fantôme est l'endroit idéal pour nous pencher sur les réponses potentielles. Dans les années 40, quand Body devient une ville fantôme, la question du vandalisme se pose déjà. La famille Kane, propriétaire de la majorité du terrain, engage des gardiens pour veiller sur les bâtiments. Les artefacts précieux sont rassemblés pour former un petit musée, encore visitable aujourd'hui. Au fil des années 50, le lieu est déjà populaire. Des curieux viennent l'explorer et y camper. En 1962, la zone devient officiellement un parc national de l'État de Californie. Dès lors, il n'est plus permis d'y entrer la nuit, collecter des objets est également interdit. La ville devient un véritable musée immersif qui subsiste encore aujourd'hui. Dans les vitrines des bâtiments, on découvre les objets d'un quotidien désuet, avec quelques surprises ici et là. Ah donc ici on pouvait acheter tout ce qu'il fallait, mais ce qui me surprend un petit peu, c'est que les mineurs ils étaient employés, mais ils devaient quand même acheter leurs explosifs eux-mêmes. Non, c'est la compagnie qui a acheté ça, mais il y avait plusieurs compagnies, Ok. plusieurs petites compagnies. En fait, comme il dit tout à l'heure, il y a 2 compagnies qui faisaient vraiment du fric et qui ont fermé à la fin. Mais il y en a d'autres des purement spéculatifs qui n'ont jamais produit un euro. Ah ouais. Qui fonctionnaient qu'avec les fonds des investisseurs qu'ils n'ont jamais retrouvés. Dans le magasin, il y a 2 ampoules qui sont encore allumées, j'ai remarqué ça. Forcément, Jean-Philippe est allé demander au guide. Les guides ne savent pas pourquoi. Et surtout, ils pensent que ça fait peut-être 90 ans qu'elles sont allumées, quoi. C'est un truc de fou. C'est hallucinant. L'info est à prendre avec des pincettes, mais cette ampoule serait allumée depuis 1951. Il y a des débris de verre qui ont pris la teinte améthyste caractéristique du verre qui est resté longtemps exposé au soleil. Pour fabriquer du verre transparent sans couleur, à cette époque du moins, on utilisait du manganèse. C'est cet élément qui réagit au soleil et qui donne la couleur améthyste caractéristique. On m'a éduqué à ne pas jeter mes déchets par terre, et instinctivement, c'est de prime abord surprenant de trouver autant de restes de métal et de morceaux de verre éparpillés partout. Le site n'est-il donc pas un parc naturel ? Pourquoi y a-t-il tout ça ? Eh bien, ce sont quasiment des vestiges archéologiques. Body est maintenu dans un état de dégradation arrêtée. Tout est fait pour conserver son ambiance d'époque, son atmosphère de ville fantôme. Et ce qui ressemble à des détritus fait simplement partie de l'histoire. Les bâtiments, quant à eux, sans un minimum d'attention, tomberaient en ruine, car la plupart sont en bois. Alors le strict minimum est fait pour conserver l'apparence qu'ils avaient en 1962 lors de la création du parc. Ça demande un certain budget et cet entretien est financé par les visiteurs et parfois par des campagnes de dons. Maintenir cette ville en état fait sens car son intérêt historique est réel.
Un des plus gros gisements d'or et d'argent de Californie a été exploité ici. Bien qu'il soit illusoire de prétendre la garder figée pour l'éternité, elle devrait offrir une fenêtre sur le passé à encore quelques générations. Tous les lieux abandonnés n'ont pas un tel intérêt. Oui, il faut préserver quelques vestiges de notre passé, mais choisir, c'est renoncer. Et bien souvent, notre choix se porte sur le confort et l'efficacité des bâtiments modernes. Peut-on sauver et conserver tout ce qui est ancien ? En gardant l'intégralité de notre patrimoine, sans jamais faire de la place pour se tourner vers l'avenir, nous serions forcés d'étendre nos villes sans cesse. Un juste milieu est possible et la question est décidément vaste. On va continuer d'y réfléchir. J'apporte ma contribution en vous faisant découvrir ces lieux abandonnés qui piquent ma curiosité. Certains disparaîtront, mes images leur survivront j'espère un temps. En vous abonnant, vous me soutenez dans cette tâche qui prend parfois des airs de course contre la montre. Et si je vous disais que Body avait une homologue sous une latitude bien plus extrême ? Ah, là, quand je vois le vent froid dans les graminées et cette ambiance avec les planches sèches comme ça rappelle le style de Pyramiden, pôle Nord. C'est étrange comme des endroits complètement différents sur Terre, ça peut te faire percevoir la même sensation. Les deux villes offrent en effet une immersion comparable dans des époques révolues, dans des lieux reculés où les espaces de travail et de vie fusionnent. Mais si Body était né de l'appât du gain, Pyramiden, elle, n'a jamais été rentable. Et c'était pourtant la mine la plus au nord de la planète. Son but était quelque peu différent. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle vous découvrirez cette utopie soviétique. Alors allez la voir, un autre voyage dans le temps vous attend. On se dit à très bientôt.